Janvier 1945, Oak Ridge, Tennessee. Dans l'immensité stérile du bâtiment 9201-1, Gladys Owens, 19 ans, est assise devant un panneau de contrôle en acier brossé. Ses yeux sont rivés sur un cadran circulaire où une aiguille luminescente, d'un vert spectral, oscille nerveusement. Gladys n'est pas une physicienne nucléaire. 6 mois plus tôt, elle travaillait encore dans une ferme. Aujourd'hui, elle est l'une des pièces maîtresses de la machine la plus complexe jamais conçue par l'humanité. Son superviseur lui a donné une consigne unique, martelée comme un mantra. Garder cette aiguille centrée entre ces deux lignes noires, quoi qu'il arrive. Gladys manipule 2 molettes en bakélite, gauche, droite, haut, bas. Elle compense chaque dérive, chaque micro-fluctuation. Derrière le panneau, dans une boîte métallique colossale, se produit un miracle de physique qu'elle ne comprend pas. Elle ignore que le processus qu'elle stabilise, seconde après seconde, est l'enrichissement de l'uranium-235. Elle ignore que dans 6 mois, le produit de ses efforts vaporisera une ville japonaise et mettra fin à la Seconde Guerre mondiale. Gladys est une Calutron Girl. Comme elle, 10 000 jeunes femmes opèrent des machines valant des milliards de dollars sans connaître le nom de l'atome. Mais en cet instant précis de 1945, ces opératrices sans formation scientifique surclassent les plus grands physiciens du monde. Pour comprendre l'absurdité technique de la situation, il faut remonter à 1942. Les États-Unis font face au défi technique le plus complexe de l'histoire. Le projet Manhattan est lancé avec un impératif vital, construire une bombe atomique avant l'Allemagne nazie. Le problème est binaire mais insoluble. L'uranium naturel est composé à 99,3% d'uranium-238, stable et inutile pour une explosion nucléaire. Seul l'isotope uranium-235 est fissile, mais il ne représente que 0,7% du minerai. Pour fabriquer une seule bombe, il faut environ 50 à 60 kg d'U-235 pur, à plus de 80%. En 1942, la réserve mondiale d'U-235 pur tient dans un dé à coudre. La difficulté de séparation est cauchemardesque. L'U-235 et l'U-238 sont chimiquement identiques. On ne peut pas les séparer par des acides, par la chaleur ou par des solvants. La seule différence réside dans leur masse. L'U-235 possède 3 neutrons de moins que l'U-238. Cette différence de masse est de seulement 1,26%. Imaginez devoir trier 1 million de billes d'acier dont certaines pèsent 1% de moins que les autres, alors qu'elles sont toutes invisibles, toxiques et radioactives. Ernest O. Lawrence, prix Nobel de physique en 1939 pour l'invention du cyclotron, propose alors la séparation électromagnétique. Le principe du calutron, pour California University Cyclotron, est une élégance technique terrifiante. On chauffe du tétrachlorure d'uranium, UCl4, jusqu'à sa vaporisation. Les vapeurs sont ionisées, recevant une charge électrique positive, puis accélérées par une tension massive à travers une chambre à vide. Là, elles entrent dans un champ magnétique ultra puissant. Sous l'effet de la force de Lorentz, les ions décrivent une trajectoire circulaire. Les ions U-235, plus légers, ont un rayon de courbure légèrement plus court que les ions U-238, plus lourds. À la fin d'un demi-cercle, les deux flux divergent d'environ 1 cm. Des poches de collecte en graphite sont placées avec une précision chirurgicale pour capturer les précieux atomes d'U-235. En théorie, c'est parfait. En pratique, le rendement est dérisoire. Le plus grand calutron de Berkeley ne produit que 100 mg d'uranium enrichi par jour. À ce rythme, il faudrait 1370 ans pour obtenir la charge critique d'une bombe. La solution du général Leslie Groves, le bâtisseur du Pentagone qui dirige le projet Manhattan, est brutale: l'industrialisation massive. Il ordonne la construction du complexe Y12 à Oak Ridge. Ce n'est pas un laboratoire, c'est une usine monstre de 330 hectares. Groves exige 1152 calutrons fonctionnant 24 heures sur 24. Le site comprend 9 bâtiments alpha pour l'enrichissement initial et 8 bâtiments bêta pour la purification finale. La démesure est totale: 67 millions d'heures de travail, 20 000 ouvriers et une consommation électrique atteignant 1% de la production totale des États-Unis.
Mais un obstacle majeur surgit, les aimants. Chaque calutron nécessite des bobinages électromagnétiques colossaux. Le cuivre, conducteur standard, est alors une ressource de guerre critique réservée aux munitions. Groves se tourne vers le département du Trésor avec une requête inouïe. « Prêtez-moi l'argent de la nation ». Nichols, son adjoint, demande 6000 tonnes d'argent pur. Le secrétaire adjoint au Trésor, Daniel Bell, s'offusque. « Jeune homme, vous parlez en tonnes, mais nous ne connaissons que les onces 3. » Finalement, 14 700 tonnes d'argent, soit 430 millions d'onces 3, sont extraites des coffres de West Point. L'argent est fondu, laminé en rubans de 7,6 cm de large et 1,6 cm d'épaisseur, puis enroulé pour former les bobines des aimants d'Oak Ridge. La valeur du câblage électrique du bâtiment dépasse celle de plusieurs banques centrales réunies. Des gardes armés surveillent chaque mètre de fil. Chaque copeau d'argent tombé lors de la construction est récupéré à l'aspirateur. C'est dans cette cathédrale de métal et de métal précieux que Gladys Owens et ses compagnes vont entrer en scène, sans savoir que le sort du monde repose sur leur capacité à ne pas quitter une aiguille des yeux. La mise en service du complexe Y12 au printemps 1944 révèle immédiatement une faille critique que personne n'avait anticipée, l'incapacité des experts à faire fonctionner leur propre invention à l'échelle industrielle. Au début de l'opération, General Groves fait appel à l'élite intellectuelle du pays. Des centaines de physiciens, de doctorants et d'ingénieurs venus de Berkeley, Chicago et Princeton débarquent à Oak Ridge. Ils sont les maîtres du cyclotron, les théoriciens qui ont tracé les courbes de trajectoire des ions sur le papier. Pourtant, dans les travées de l'alpha 1, c'est le chaos. Les cadrans s'affolent, les faisceaux ioniques oscillent violemment et le rendement reste désespérément proche du zéro absolu. Ces hommes de science sont paralysés par leur propre savoir. Face à une aiguille qui dérive, le physicien s'interroge. Est-ce une fluctuation de la perméabilité magnétique de l'acier ? Une chute de tension dans les redresseurs à vapeur de mercure ? Un changement de température dans la chambre à vide de 1,5 m de diamètre ? Le temps qu'il termine son analyse mentale, l'aiguille est sortie de la zone de sécurité, le faisceau a percuté les parois de cuivre et des heures de travail sont parties en fumée. C'est le phénomène de l'analyse-paralysie. Pour Groves, chaque seconde de réflexion est une seconde de retard sur l'Allemagne. Face à ce mur d'inefficacité, la Tennessee Eastman Corporation, TEC, chargée de gérer la main-d'œuvre, propose une solution qui semble alors être une hérésie pour les scientifiques. Écarter les physiciens des tableaux de bord et recruter des jeunes femmes locales sans aucun bagage technique. Le profil recherché est précis, des jeunes filles de 18 à 25 ans issues des fermes du Tennessee ou de petites villes rurales comme Clinton ou Knoxville. Pourquoi elles ? Parce qu'elles n'ont aucun préjugé sur la physique nucléaire. Elles n'essaieront pas de comprendre le pourquoi. Elles se concentreront exclusivement sur le comment. Pour ces jeunes femmes, dont les frères et les fiancés sont sur le front européen ou dans le Pacifique, l'offre est irrésistible. Le salaire proposé oscille entre 60 et 90 cents de l'heure, une fortune dans une région où l'économie agraire s'est effondrée. En quelques mois, 10 000 Calutron Girls sont recrutées. Elles sont transportées chaque matin dans des bus aux vitres opaques vers une ville qui n'existe sur aucune carte officielle. L'interface que Gladys Owens et ses collègues découvrent est un chef-d'œuvre de simplification technique forcée. Chaque panneau de contrôle, niché dans une cabine individuelle, commande 2 calutrons. Le dispositif ressemble à un cockpit d'avion simplifié à l'extrême. Devant l'opératrice se trouvent 2 grands cadrans principaux et une série de manomètres. Les contrôles sont réduits à 2 molettes rotatives. La formation dure 3 jours. On ne leur parle jamais d'atomes, de neutrons ou de fission. On utilise des noms de code. Le matériel de base est le produit, les calutrons sont les unités, et l'uranium-235 est le magnésium. La consigne est d'une simplicité désarmante. Maintenez l'équilibre. Mais derrière cette simplicité se cache une exigence technique impitoyable. Le calutron est une machine d'une instabilité chronique. Pour que la séparation se produise, il faut maintenir un vide poussé de l'ordre de 10 puissance moins 6 mm de mercure, thor, à l'intérieur du réservoir. Si le vide chute,
Les ions uranium entrent en collision avec les molécules d'air résiduelles et se dispersent. Il faut également stabiliser une tension d'accélération de 35 000 volts et un courant magnétique de plusieurs milliers d'ampères circulant dans les 14 700 tonnes d'argent du trésor. Gladys apprend vite que la machine a une âme, ou du moins un tempérament. Chaque unité de la racetrack, la piste de course, nom donné aux alignements de calutrons, réagit différemment. L'une nécessite une compensation constante vers la gauche à cause d'une fuite thermique imperceptible. Une autre est sensible à l'humidité ambiante qui s'infiltre dans les systèmes de refroidissement. Les jeunes femmes développent une intuition sensorielle que les physiciens n'ont jamais acquise. Elles apprennent à écouter la machine. Un léger changement de fréquence dans le bourdonnement des transformateurs, une vibration infime sous leurs pieds, et elles anticipent le mouvement de l'aiguille avant même qu'elle ne commence à dériver. Elles opèrent par reconnaissance de motifs, un pur réflexe de boucle de rétroaction humaine. Là où le scientifique réfléchit aux équations de Maxwell, la Calutron Girl agit par mémoire musculaire. La tension psychologique est immense. Le complexe Y12 est une ville fermée, entourée de barbelés, où le secret est une religion. Des affiches placardées partout rappellent l'enjeu. Ce que vous voyez ici, ce que vous faites ici, ce que vous entendez ici, laissez-le rester ici. Les conversations téléphoniques sont écoutées, le courrier est censuré. Une employée qui poserait trop de questions sur la nature du produit est immédiatement licenciée et escortée hors de la zone par le service de renseignement militaire. Cette pression forge une culture de la compétition. Pour briser la monotonie de leur quart de 8 heures, les opératrices transforment leur travail en un tournoi permanent. Les tableaux d'affichage dans les salles de repos indiquent le rendement de chaque équipe. L'équipe A contre l'équipe B. Gladys Owens veut que son aiguille soit la plus stable du bâtiment 9201-1. Elle ne sait pas qu'elle est en train de trier des isotopes pour une arme apocalyptique. Elle veut simplement être la meilleure opératrice de la racetrack. Piqués au vif par le succès de ces paysannes, les physiciens de Berkeley exigent un test comparatif. Ils sont convaincus qu'en cas de panne ou de fluctuation majeure, leur savoir théorique leur permettra de corriger le tir plus efficacement que ces jeunes femmes formées à la hâte. Groves accepte le défi. On sélectionne 2 groupes, d'un côté une équipe de docteurs en physique, de l'autre une équipe de Calutron Girls. Le test dure 1 semaine, 24 heures sur 24, sur des machines identiques. Le résultat est une humiliation totale pour l'élite scientifique. Non seulement les jeunes femmes ont maintenu un flux de séparation plus constant, mais elles ont produit une quantité d'uranium enrichi nettement supérieure. L'explication tombe comme un couperet technique. Les scientifiques perdaient un temps précieux à chercher la cause de chaque anomalie, tandis que les opératrices se contentaient de ramener l'aiguille au centre sans se poser de questions. Plus grave encore, les physiciens, pensant mieux connaître la machine, tentaient des réglages audacieux pour optimiser le rendement, provoquant souvent des ruptures de faisceaux. Les Calutron Girls, disciplinées et précises, respectaient les tolérances à la lettre. À partir de ce jour, les physiciens sont relégués à la maintenance technique et à la recherche fondamentale. Le pilotage de la machine de guerre atomique appartient désormais aux 10 000 filles d'Oak Ridge. Le sort du projet Manhattan bascule. La production industrielle du 235 n'est plus un concept de laboratoire, c'est une réalité opérationnelle, pilotée par l'intuition et la rigueur d'une génération de femmes qui n'avaient jamais vu un tube à vide 6 mois auparavant. L'été 1944 marque le passage de l'expérimentation héroïque à l'enfer industriel. Si les Calutron Girls ont prouvé leur supériorité sur les cadrans, elles font face à une machine qui, techniquement, frôle l'effondrement structurel permanent. Le complexe Y12 est désormais une grille de racetracks, pistes de course, des structures ovales massives de 37 mètres de long, 23 mètres de large et 4,5 mètres de haut. Dans le bâtiment Alpha 1, 96 calatrons sont imbriqués les uns dans les autres pour partager le même champ magnétique généré par les bobines d'argent. Mais cette architecture crée un effet domino catastrophique. Si un seul aimant tombe en panne, c'est toute la chaîne de production qui s'arrête. Le problème impossible ne réside plus seulement dans la séparation des isotopes,
mais dans le maintien opérationnel d'un système qui s'auto-détruit par sa propre puissance. Le premier ennemi est le vide. Pour que les ions d'uranium puissent voyager sur une trajectoire de 180 degrés sans percuter de molécules d'air, la pression à l'intérieur des réservoirs doit descendre à 10 puissance moins 6 torr, soit 1 milliardième de l'atmosphère terrestre. Pour atteindre ce niveau, Oak Ridge utilise des pompes à diffusion d'huile géantes, les plus puissantes jamais construites. Mais le système fuit. Des kilomètres de joints en caoutchouc, de soudure et de vannes sont soumis à une pression constante. Une simple empreinte digitale laissée sur une électrode lors de la maintenance peut dégazer sous l'effet de la chaleur et ruiner le vide d'un calutron pendant 6 heures. Gladys Owens et ses collègues apprennent à identifier les fuites fantômes. Parfois, le vide chute brutalement sans raison apparente. C'est l'huile des pompes qui reflue dans la chambre de séparation, contaminant tout l'uranium déjà collecté. Il faut alors tout arrêter, vidanger, nettoyer à l'acide et recommencer. Un cycle de nettoyage prend 18 heures pour une récolte qui n'a duré que 10 minutes. Le deuxième défi est la chimie corrosive du tétrachlorure d'uranium, UCl4. Pour être ionisé, l'uranium doit être chauffé à plus de 400 degrés Celsius dans un fourneau en graphite appelé l'unité J. À cette température, le chlore se libère et dévore les composants internes du calutron. Les isolateurs électriques en porcelaine éclatent sous la tension de 35 000 volts. Les dépôts de carbone s'accumulent sur les fentes d'accélération, créant des arcs électriques massifs, les étincelles, qui ressemblent à des coups de foudre à l'intérieur des panneaux. Gladys doit alors réagir en millisecondes, baisser la tension, attendre que l'arc s'éteigne, puis remonter progressivement pour ne pas griller les transformateurs. Ce jeu constant avec les limites de la physique des hautes tensions transforme chaque quart de travail en un combat d'usure. Les mains de Gladys sont constamment tachées de graphite et de résidus chimiques, malgré les gants de protection. Mais le véritable cauchemar technique de Y12 est ce que les ingénieurs appellent le splatter, l'éclaboussure. Le rendement de la séparation électromagnétique est une insulte à l'efficacité industrielle. Seulement 10% de l'uranium injecté finit dans les poches de collecte de l'U-235. Où passent les 90% restants ? Ils sont projetés partout à l'intérieur de la cuve sous vide. Ils recouvrent les parois, les aimants, les grilles d'accélération et les isolateurs d'une couchère de poussière radioactive et toxique. L'uranium est une matière si précieuse, chaque gramme a coûté des milliers de dollars en extraction et transport, qu'on ne peut pas se permettre d'en perdre un seul atome. Cela donne naissance aux wash squads, équipes de lavage. Tous les quelques jours, les calatrons sont ouverts. Une armée de techniciens gratte les parois à la spatule, récupérant chaque milligramme de poussière. Puis les cuves sont lavées avec des solutions d'acide nitrique. Ces liquides de rinçage, chargés d'uranium, sont envoyés dans des usines de récupération chimique complexes où l'uranium est précipité, séché et retransformé en UCl4 pour être réinjecté dans la machine. C'est un cycle de recyclage infini. L'efficacité globale du projet dépend moins de la physique que de la logistique du nettoyage. Le personnel de maintenance travaille dans une atmosphère saturée d'ozone et de vapeurs acides. La règle est absolue, ne perdez rien. Dans les ateliers de fabrication des pièces en argent, les ouvriers doivent se doucher avant de sortir, et l'eau de rinçage est filtrée pour récupérer les microparticules de métal précieux qui se seraient logées dans leurs pores. Le tournant décisif survient avec la mise en place des pistes bêta. L'enrichissement est un processus en 2 étapes. Les pistes alpha prennent de l'uranium naturel à 0,7% et le montent à 15% d'U-235. C'est le produit alpha. Ce produit est ensuite chimiquement purifié et transformé à nouveau en gaz pour alimenter les calatrons bêta. Les unités bêta sont plus petites, plus précises, plus capricieuses. Ici, l'enjeu change de nature. À 15%, l'uranium est déjà dangereux. À 90%, il devient la matière la plus précieuse et la plus terrifiante du monde. Dans les salles bêta, le silence est total. Les opératrices sont les plus expérimentées du site. Elles manipulent des quantités minuscules de matière qui, si elles étaient réunies en une masse trop compacte, pourraient atteindre la criticité et émettre un flash de radiation mortelle.
En décembre 1944, la pression de General Groves devient insupportable. Les rapports de renseignement suggèrent que les Allemands pourraient être proches de la réussite. IG-12 doit produire au moins 100 grammes d'U-235 pur par jour pour espérer avoir une bombe prête à l'été 1945. La routine de Gladys Owens devient un automate de précision. Elle arrive à 7 heures, passe les points de contrôle militaires, s'installe dans sa cabine et ne quitte pas le cadran des yeux pendant 8 heures, sauf pour des pauses de 15 minutes chronométrées. L'air dans le bâtiment est chargé d'électricité statique. Ses cheveux se dressent parfois sur sa tête à cause des champs magnétiques monstrueux des bobines d'argent. Elle ignore que chaque fois qu'elle stabilise l'aiguille, elle ajoute quelques milliers d'atomes à la charge destructrice de Little Boy. Le 20 janvier 1945, la production franchit enfin un seuil critique. Le flux d'uranium-235 s'accélère. Les machines tiennent bon, les filles d'Oak Ridge ne faiblissent pas, et le premier kilogramme de qualité militaire est scellé dans un contenant de plomb pour son voyage vers Los Alamos. Le problème impossible est résolu par la répétition obstinée de l'excellence. Avril 1945. La tension à Oak Ridge atteint un point de rupture physique et nerveux. Dans le bâtiment 9201-1, Gladys Owens sent la fatigue peser sur ses paupières, mais ses mains restent soudées aux molettes de contrôle. Le rythme s'est intensifié. Le complexe Y12 n'est plus une simple usine, c'est devenu l'entonnoir ultime de tout le projet Manhattan. Le problème impossible de la séparation a muté. Il ne s'agit plus seulement de faire fonctionner les calutrons, mais d'intégrer une chaîne de production hybride d'une complexité sans précédent. Le 12 avril, la mort du président Roosevelt propulse Harry Truman au pouvoir. Ce dernier ignore tout de la bombe. Le général Groves, pressé par l'histoire, ordonne l'accélération maximale. Désormais, Y12 ne traite plus uniquement de l'uranium naturel. Pour gagner du temps, on lui injecte le feed, l'alimentation, provenant de deux autres géants technologiques construits à la hâte, l'usine S50 de diffusion thermique et l'usine K25 de diffusion gazeuse. K25 est un bâtiment en forme de U si vaste qu'il possède sa propre atmosphère interne, s'étendant sur 1,6 km de long. Mais K25 échoue à produire de l'uranium pur à 90%. Il ne parvient qu'à préenrichir le minerai à 1,1% ou 7%. C'est ici que le génie logistique de Groves et la dextérité de Gladys entrent en collision. Ce matériau préenrichi est transporté dans des camions banalisés vers Y12. Pour les Calutwan Girls, le défi change d'échelle. Traiter un matériau déjà enrichi signifie que chaque particule qui s'échappe, chaque erreur de manipulation de l'aiguille, représente une perte 10 fois plus coûteuse qu'auparavant. La précision exigée sur les cadrans n'est plus de l'ordre du millimètre, mais du cheveu. Si Gladys laisse l'aiguille dériver de 2 degrés, ce sont des semaines de travail de 10 000 ouvriers de K25 qui s'évaporent en un flash d'ozone et de court-circuit. Le climat à l'intérieur des racetracks devient apocalyptique. Les 14 700 tonnes d'argent des bobinages génèrent des champs magnétiques si puissants qu'ils arrachent les outils des mains des techniciens négligents. Les montres s'arrêtent, les épingles à cheveux vibrent. Gladys raconte que parfois, des étincelles bleues dansent entre les panneaux de contrôle. C'est le signe d'une humidité excessive ou d'une défaillance de l'isolation des bobines d'argent. Un incident technique majeur survient. Des courts-circuits massifs paralysent la piste Alpha 2. La cause, la condensation de l'humidité du Tennessee dans l'huile de refroidissement des aimants. Le diagnostic des physiciens est immédiat, il faut tout démonter. Des milliers de litres d'huile sont vidangés, les bobines d'argent sont séchées avec des souffleurs d'air chaud et scellées avec de nouvelles résines synthétiques. Le retard se compte en semaines. La pression de Los Alamos, où Robert Oppenheimer attend désespérément sa charge utile, devient une présence physique dans les couloirs d'Oak Ridge. Pour les 10 000 opératrices, la vie se résume à une boucle temporelle de 24 heures. Oak Ridge est devenue la 4e plus grande ville du Tennessee, avec 75 000 habitants. Mais elle n'apparaît toujours pas sur les cartes. Gladys vit dans une hutment, une cabane préfabriquée en bois et en papier goudronné. L'hiver, elle gèle, l'été, elle étouffe.
La boue est partout, les files d'attente pour la nourriture, pour le bus, pour les rares séances de cinéma sont interminables. Le moral oscille. Le service de sécurité, le G2, intensifie sa surveillance. Des agents provocateurs sont infiltrés parmi les filles pour voir si elles parlent de leur travail. On leur pose des questions innocentes dans les cafétérias. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique vraiment dans ce bâtiment alpha ? Celles qui répondent « Je crois qu'on fait de la poudre pour les obus » ou « On fabrique un nouveau type de carburant » sont tolérées. Celles qui disent « Je ne sais pas et je m'en fiche » sont les préférées. Celles qui essaient de deviner la vérité disparaissent du jour au lendemain. On ne les revoit jamais. En mai 1945, l'Allemagne capitule. La menace d'une bombe nazie s'éteint. Mais pour Groves et le Pentagone, l'élan est pris. Le Japon refuse la reddition inconditionnelle. La cible a changé, mais l'urgence reste absolue. Dans les calutrons bêta, les plus petits et les plus secrets, la concentration du 235 atteint enfin les 80%. C'est une matière d'une noirceur métallique, conditionnée dans des récipients en or ou en graphite pour éviter toute réaction chimique parasite. Le transport vers Los Alamos s'organise comme un thriller d'espionnage. Des officiers de l'armée, habillés en civil, montent à bord de trains de nuit à Knoxville. Ils tiennent des mallettes en plomb menottées à leurs poignets. À l'intérieur, quelques centaines de grammes du produit de Gladys. Ils dorment dans des compartiments verrouillés avec un pistolet sous l'oreiller. Ce transfert se répète des dizaines de fois. Gladys commence à percevoir que quelque chose d'immense se prépare. Les visites de hauts gradés et de scientifiques célèbres se multiplient. Ernest Lawrence lui-même revient inspecter les lignes. Il s'arrête parfois derrière une opératrice, observant ses mains sur les molettes. Il est fasciné par la fluidité du geste. Le physicien voit la trajectoire balistique des ions. La jeune femme voit une danse d'équilibre. En juin 1945, Y12 tourne à 110% de sa capacité nominale. Le gaspillage de matière est énorme, le coût financier est délirant, mais le flux de particules du 235 est constant. Les bacs de collecte se remplissent, atome par atome. Le 1er juillet 1945, le décompte final commence. Pour fabriquer Little Boy, une bombe à insertion par canon, il faut environ 64 kg d'uranium hautement enrichi. La moindre impureté pourrait faire avorter l'explosion. Les Calutron Girls entrent dans leurs derniers mois de guerre. Leurs yeux sont rougis par le manque de sommeil, leurs doigts sont crispés par l'effort de maintien des cadrans, mais elles ne lâchent rien. Elles ignorent encore que le 16 juillet, dans le désert du Nouveau-Mexique, une autre bombe, celle au plutonium, va changer l'histoire du monde lors de l'essai Trinity. Elles ignorent que leur propre produit, plus simple mais plus fiable, n'aura même pas besoin d'être testé avant d'être utilisé. 6 août 1945, 8h15. Au-dessus d'Hiroshima, les portes de la soute du bombardier Enola Gay s'ouvrent. 43 secondes plus tard, à 580 mètres du sol, le percuteur de Little Boy projette un cylindre d'uranium-235 dans 3 anneaux d'uranium-235. La masse devient critique. En 1 millième de seconde, une réaction en chaîne libère l'énergie de 15 000 tonnes de TNT. La température au centre de l'explosion atteint 60 millions de degrés Celsius. À 800 km de là, dans les bureaux feutrés d'Oak Ridge, les téléscripteurs s'affolent. Pour Gladys Owens et les 10 000 Calutron Girls, le monde bascule. Ce n'est pas par un manuel technique qu'elles apprennent la nature de leur travail, mais par les haut-parleurs de l'usine et les gros titres des journaux. Hiroshima atomisé. La nouvelle se propage dans les racetracks comme une onde de choc. Ruth Huddleston, une collègue de Gladys, se souvient de cet instant précis. On nous a dit que la guerre était finie. Ma première pensée a été pour mon petit ami qui allait rentrer. Puis, ils ont commencé à donner les chiffres des morts. C'est là que j'ai réalisé que j'avais une part de responsabilité là-dedans. Pour ces jeunes femmes, la fierté patriotique se heurte brutalement à l'horreur de l'efficacité de leur propre précision. Chaque seconde passée à stabiliser cette aiguille verte se matérialisait soudain en un décompte macabre. Le secret levé, la phase de démantèlement technique du projet Manhattan révèle une prouesse logistique aussi stupéfiante que l'enrichissement lui-même. Le grand retour de l'argent.
Entre 1942 et 1945, le complexe Y12 avait emprunté 14 700 tonnes d'argent au Trésor des États-Unis, soit l'équivalent en poids de 7 500 automobiles de taille moyenne. En 1946, avec l'arrêt progressif des pistes alpha au profit de l'usine de diffusion gazeuse K25, plus efficace énergétiquement, il faut rendre le métal précieux. L'opération est un cas d'école de rigueur industrielle. Les bobines électromagnétiques massives sont démontées. Mais l'argent n'est pas seulement dans les câbles, il est partout. La suie radioactive, les résidus de nettoyage et même la poussière dans les conduits de ventilation contiennent des microparticules d'argent et d'uranium. Les ouvriers de maintenance décapent les sols en béton, brûlent les vêtements de travail et filtrent les cendres. Les conduits d'évacuation sont curés. Le bilan final est digne d'un miracle comptable. Sur les 14 700 tonnes initiales, le Trésor récupère la quasi-totalité du métal. Moins de 0,0036% de l'argent a été perdu en 4 ans d'une exploitation industrielle féroce. En juin 1970, lorsque les dernières onces d'argent sont officiellement restituées au dépôt de West Point, le gouvernement constate que l'opération a coûté 477 millions de dollars de 1943, soit environ 8,7 milliards de dollars actuels pour un seul site de production. L'héritage technique des Calutron Girls va cependant bien au-delà de la bombe. En décembre 1946, la mission d'enrichissement de l'uranium à Y12 s'arrête officiellement, mais les machines ne meurent pas. Le complexe se réinvente. On découvre que le procédé de séparation électromagnétique, bien que trop lent pour la production de masse d'uranium militaire, est d'une précision inégalée pour isoler les isotopes stables de presque tous les éléments du tableau périodique. Les calutrons de la piste bêta 3 restent en service. Ils commencent à séparer des isotopes de carbone, de fer, de cuivre et de calcium. Ces matériaux deviennent les piliers de la médecine nucléaire moderne. Les radioisotopes utilisés aujourd'hui pour les diagnostics par imagerie, PET scans, et le traitement de certains cancers trouvent leur origine directe dans les réglages millimétrés des opératrices d'Oak Ridge. La machine de destruction est devenue une usine de vie. Le programme de séparation des isotopes stables à Y12 ne s'arrêtera qu'en 1998, après plus de 50 ans de service ininterrompu. L'histoire de Gladys Owens offre une leçon fondamentale sur la résolution de problèmes complexes, le triomphe de l'intuition opérationnelle sur l'abstraction théorique. Ce que les psychologues ont plus tard formalisé sous le nom d'analyse paralysie a été démontré empiriquement à Y12. Les physiciens échouaient car ils tentaient de modéliser un système instable en temps réel, tandis que les jeunes femmes réussissaient car elles traitaient le calutron comme un système vivant. Elles utilisaient des boucles de rétroaction ultra courtes, action, observation, correction. Ce modèle d'interface homme-machine où l'opérateur n'a pas besoin de comprendre la physique quantique pour stabiliser un plasma est devenu le standard de l'automatisation industrielle. Aujourd'hui, nous pilotons des réacteurs nucléaires, des réseaux électriques mondiaux et des algorithmes de trading haute fréquence sur ce même principe, des interfaces simplifiées masquant une complexité insondable. Mais le risque demeure celui du projet Manhattan, transformer l'humain en un simple composant, efficace mais aveugle, d'un système dont il ignore les finalités éthiques. En 2004, 60 ans après avoir quitté le Tennessee, Gladys Owens revient à Oak Ridge. Elle a 79 ans. Pour la première fois de sa vie, elle est autorisée à pénétrer derrière les panneaux de contrôle du bâtiment 9731, aujourd'hui monument historique national. Elle découvre enfin ce qui se cachait derrière son aiguille verte. Les chambres à vide massives, les aimants géants de 14 tonnes, les poches de graphite où l'uranium s'accumulait atome par atome. Elle voit les photographies d'archives, non censurées, où on l'aperçoit à 19 ans, concentrée, les mains sur les molettes de bakélite. Elle ne savait pas que les caméras de la sécurité militaire l'observaient. Elle ne savait pas que son geste, répété des milliers de fois par jour, courbait la trajectoire de l'histoire. Elle ne savait pas ce qu'était un isotope, mais elle savait maintenir l'équilibre. Devant les machines silencieuses, Gladys Owens incarne cette vérité brute de la Seconde Guerre mondiale.
Les défis impossibles n'ont pas été résolus uniquement par des génies dans des laboratoires isolés, mais par la discipline, la patience et l'instinct de gens ordinaires placés devant des machines extraordinaires. Le succès du projet Manhattan ne fut pas seulement une explosion atomique, ce fut l'alignement improbable de 10 000 aiguilles vertes, maintenues au centre de 2 lignes noires, par des mains qui ne tremblaient pas.